Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode sur pourquoi Tesla est meilleur que les autres. Aujourd'hui, on va parler de l'écosystème qui est au moins aussi important que les voitures que vous achetez. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. On ne peut pas parler de Tesla sans parler des superchargeurs. Et aujourd'hui, les superchargeurs sont un argument majeur de l'achat d'une Tesla. Je dois dire qu'en ce qui me concerne, ça a été l'argument massu qui m'a fait passer à l'électrique. Mais en quoi les superchargeurs sont-ils si différents des autres réseaux? Eh bien, premièrement, les superchargeurs fonctionnent de manière totalement automatique. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre une destination dans votre voiture, le système de l'auto va vous proposer des arrêts supercharge sur les superchargeurs Tesla. Mais ce qui est très important, c'est que quand vous allez arriver sur place, vous vous garez, vous sortez de votre voiture, vous branchez la voiture et la charge démarre. Point. Du coup, il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'application dédiée uniquement à une marque de borne. Vous n'avez pas besoin d'appeler le service client parce que la borne ne charge pas. La voiture se connecte directement avec son numéro de série et le protocole CCS aujourd'hui fait un peu le même job. Sauf qu'il est obligé de gérer des interfaces de différents constructeurs qui sont pas forcément les mêmes et qui posent problème. Je le vois avec ma moto, il m'arrive d'être obligé de brancher 2 fois, 3 fois ou 4 fois avant que la moto ne finisse par charger. Parce que les protocoles sont pas forcément bons. On en reparlera de ces protocoles sur un épisode dédié aux superchargeurs et à la charge rapide en général. Donc les superchargeurs, tout l'intérêt, c'est leur maillage, mais aussi la facilité d'utilisation. Et ça, c'est unique dans le monde automobile pour le moment. Deuxièmement, les serveurs de données. Pourquoi les serveurs de données sont-ils si importants pour un constructeur comme Tesla? Eh bien parce qu'à la base, les concepteurs voulaient obtenir de leur voiture quelque chose de similaire à un smartphone. C'est-à-dire que les interactions que vous avez avec votre voiture vont être anonymisées puis enregistrées par le serveur. Ce qui va permettre d'obtenir des statistiques d'utilisation et de savoir comment les consommateurs vont utiliser la voiture et ainsi de leur donner ce qui leur est utile. Ainsi, on a vu disparaître les toits ouvrants sur les Tesla Model S, ce qui a rendu grincheux quelques-uns. Mais dans la très grande majorité des cas, on n'en avait pas besoin. Moi, je l'ai sur ma voiture parce qu'il était dessus quand je l'ai acheté, puisque j'ai acheté une configuration qui était existante. Mais en tout cas, je ne l'aurais pas prise en option puisque je ne l'utilise quasiment jamais. J'aurais peut-être même pas pris le toit en verre. Mais au final, comme le toit en verre est l'option qui est la plus appréciée, eh bien, c'est celle que Tesla a préféré laisser sur ses voitures en standard. Ce qui rend au global la voiture moins chère, parce que cela standardise la production. Troisièmement, les mises à jour. Alors les mises à jour, il y a du bon et du moins bon, mais ça, on en reparlera dans la série sur ce que Tesla fait moins bien que les autres. Les mises à jour sont aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important, que ce soit sur un smartphone ou sur une voiture. Seulement, ces mises à jour sont la plupart du temps sur les voitures réalisées en atelier, parce que on a un contrôle, parce que les serveurs des constructeurs ne sont pas dimensionnés pour remonter les informations en permanence. Ce qui veut dire que les mises à jour à la Tesla, c'est-à-dire quand vous avez 3, 4, 5 mises à jour dans l'année, qui sont monitorées par le système, permettent également d'avoir un état de santé du véhicule, un état de santé de la flotte. Du coup, les mises à jour sont réactives, mais aussi permettent d'améliorer l'utilisation. Il y a bien sûr des choses perfectibles sur une Tesla. Du coup, le constructeur essaye d'améliorer les choses en temps réel. Des fois, c'est un peu fait à la hâte, mais l'intention y est. Le point le plus important d'ailleurs dans ces mises à jour, c'est l'autopilote, ou le full self-driving pour ceux qui l'ont. Moi, personnellement, je n'y trouve pas d'intérêt au full self-driving. Par contre, l'autopilote, je le trouve très bien. J'aime garder le contrôle de ma voiture, mais l'autopilote est quand même une sacrée aide. Surtout actuellement, où je suis en phase d'opération pour mes yeux, et donc depuis quelques mois, clairement, sans l'autopilote, je n'aurais plus pu prendre la route de la même manière. En tout cas, pas de nuit. Parce que de nuit, l'éblouissement est quand même très important. Donc, je me suis beaucoup reposé sur l'autopilote et ça fonctionne plutôt bien.
Alors je vous rassure, c'est pas un problème de sécurité, puisque malgré le dédoublement des images liées à la cataracte, vous n'avez pas de diminution de la perception des vitesses et des distances. Mais par contre, ce qui arrive, c'est que vous êtes beaucoup plus attentif et vous vous fatiguez beaucoup plus. Ce qui fait que l'autopilote m'a bien déchargé de certaines fatigues, surtout sur autoroute, et franchement, ça, c'est quelque chose qui est très confortable et très appréciable. Dernière chose qui concerne l'écosystème et qui est plutôt du domaine du hardware. Ma Tesla Model S, quand elle est sortie, avait un MCU 1, donc un ordinateur relativement ancien, relativement lent, et j'ai pu le changer pour un MCU 2, qui est une version plus rapide, avec une meilleure résolution, avec plus de services, avec les jeux, etc. Et donc d'avoir les mêmes capacités qu'une Tesla Model S de 2020. Cette rétrocompatibilité est appréciable. Toutefois, ce n'est pas la seule. Prenons l'exemple des modèles S et X de première génération qui avaient régulièrement des problèmes de cardan avant. Eh bien, aujourd'hui, les cardans qui sont montés sont les cardans de la Model S Plaid, qui sont dimensionnés pour largement plus de puissance et qui, eux, tiennent le coup. Donc Tesla a conçu ces pièces pour qu'elles soient rétrofitables sur les anciennes voitures. Et ça va complètement à l'opposé de ce que font les constructeurs traditionnels qui conçoivent les nouvelles pièces avec des fois des différences extrêmement minimes pour empêcher qu'on puisse monter la nouvelle version sur l'ancienne voiture et ainsi pousser à l'obsolescence programmée. Du coup, l'écosystème de Tesla est aujourd'hui une garantie pour la durée de vie de la voiture, pour son usage pratique et facile, et donc se différencie fortement des autres constructeurs qui font chacun leur petit truc dans leur coin et qui, au final, a des difficultés à s'intégrer dans l'écosystème fonctionnant dans la vraie vie. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour le dernier épisode de cette série pour cette semaine. Portez-vous bien, ciao!